Aujourd'hui, je me suis installé à la Maison de la Culture du Japon à Paris, car après tout, comment va ce pays? Il a été successivement touché par un niveau d'endettement majeur, par une démographie faiblissante, par la crise financière de 2008, puis par le tsunami en 2011, avec toutes les conséquences de l'une et de l'autre de ces vagues. Donc aujourd'hui, voici quelques nouvelles d'un pays que j'admire énormément. Le Japon est en Asie du Nord-Est, face à l'océan Pacifique, face au soleil qui se lève. C'est pour cela que l'on nomme le Japon pays du soleil levant. Et c'est d'ailleurs ce symbole du soleil que l'on retrouve sur le drapeau national. Comme allongé à l'extrême est de l'Eurasie, le Japon fait près de 378 000 km². Les îles les plus importantes sont Hokkaido, Honshu, Shikoku et Kyushu. Mais il ne s'agit là que de superficie terrestre, car si on regarde le territoire maritime revendiqué par le Japon, sa superficie est multipliée par 12, soit 4,5 millions de kilomètres carrés, du fait des zones économiques exclusives générées par les 6 852 îles de l'archipel. Et cet immense ZE est un atout essentiel pour un pays où la mer tient un si grand rôle, tant dans l'histoire que dans la culture, que dans l'économie. Et c'est finalement plus la mer que la terre émergée qui donne au Japon ses limites extérieures. Or, ces limites lui sont contestées par ses trois principaux voisins. D'abord au nord par la Russie, autour des îles Kouriles du Sud. Annexées par Staline en 1945, Moscou ne les a jamais restituées, or elles sont vues comme partie intégrante du territoire japonais. Et d'ailleurs, aucun traité de paix n'a été signé entre les deux pays depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, à l'ouest, par la Corée, autour des rochers que vous voyez là. Pour la Corée, il s'agit d'îles coréennes, les îles Tokdo. Pour le Japon, ce sont des îles japonaises, nommées Takeshima. Enfin, au sud, par la Chine et Taïwan, autour des îles Senkaku, appelées Diaoyu en chinois et Diaoyutai à Taïwan. C'est sans doute là le litige le plus sérieux, car d'une part, il y a là des ressources pétrolières en offshore, et d'autre part, regardez, si on change d'échelle de carte, eh bien, on constate que les routes maritimes au départ des gisements du Moyen-Orient passent par la mer de Chine orientale, à proximité des Senkaku, pour venir approvisionner le Japon. Et elles sont d'autant plus importantes que le Japon, n'ayant pas de ressources propres, dépend à 92,5% des importations d'énergie fossile. Et depuis l'accident nucléaire de Fukushima en 2011, la politique énergétique du Japon est fragilisée. Avant la catastrophe, en 2010, le Japon était le troisième producteur mondial d'électricité d'origine nucléaire, derrière les États-Unis et la France. Le nucléaire fournissait alors 30% de l'électricité du pays, et Tokyo prévoyait de porter cette part à 50% à l'horizon 2030. Mais l'accident de Fukushima, dû au tsunami du 11 mars 2011, a conduit à l'arrêt des 54 réacteurs du pays. Le gouvernement nippon s'est alors engagé à mettre un terme à la dépendance du Japon vis-à-vis du nucléaire et à développer les énergies renouvelables. Alors que propose le nouveau gouvernement de Shinzo Abe en place depuis décembre 2012? Premièrement, un nouveau plan énergétique prévoit le redémarrage des réacteurs qui auront satisfait aux exigences de sécurité définies par la nouvelle autorité de sûreté nucléaire japonaise, soit potentiellement 48 réacteurs. Ensuite, il y aurait la construction de nouveaux réacteurs. Il n'y a pas de chiffre officiel, mais en février 2014, 3 réacteurs seraient en construction dans le pays. Ce qui indique que l'abandon du nucléaire, en fait, est exclu à moyen terme. Il ne s'agit plus de porter sa part dans le mix énergétique à 50% d'ici 2030, mais plutôt, selon certaines estimations, à 15 ou 20%. Deuxièmement, le développement des énergies renouvelables. Les autorités japonaises veulent faire de la préfecture de Fukushima un centre de l'énergie verte. Tout d'abord, à Koriyama, à 60 km de la centrale, a été inauguré au printemps 2014 le Fukushima Renewable Energy Institute, dédié aux recherches sur les technologies vertes. Son but, contribuer à ce que les énergies renouvelables fournissent avant 2040 tous les besoins en énergie de la préfecture de Fukushima, soit pour environ 2 millions d'habitants. Ensuite, le symbole de cette volonté, c'est la construction d'une ferme d'éoliennes en offshore à 20 km au large du site de la catastrophe.
En novembre 2013, une éolienne de 2 mégawatts a été mise en fonction, deux autres turbines de 7 mégawatts chacune, soit la plus grande puissance au monde, sont prévues pour 2015, ce qui en fera le plus grand parc éolien flottant au monde. Alors nous parlons maintenant de la préfecture de Fukushima. Et bien justement, quel est le bilan humain 3 ans après cette catastrophe? Vous voyez sur cette carte les zones rouges, les plus gravement contaminées, où le taux de radiation de l'air atteint plus de 50 millisieverts par an. Eh bien, elles vont rester interdites aux habitants le temps que le césium-137, qui est un élément radioactif, finisse par se désintégrer naturellement, soit pendant plusieurs décennies. Deuxièmement, dans les zones jaunes, où la radioactivité reste encore trop élevée, avec une dose d'exposition qui se situe entre 20 et 50 millisieverts par an, les habitants peuvent revenir chercher des affaires dans leur maison pendant quelques heures tous les 3 mois. Le gouvernement promet que ces zones seront rouvertes dans moins de 10 ans. Enfin, troisièmement, il y a les zones vertes, où la dose d'exposition se situe entre 1 et 20 millisieverts par an. Elles bordent la zone d'évacuation forcée et comprennent la zone d'exclusion des 20 km autour de la centrale. Elles sont accessibles uniquement en journée et elles devraient être réouvertes au public en 2014 ou en 2015. Dans la préfecture de Fukushima, des villes entières ont été vidées et au printemps 2014, 160 000 personnes n'avaient toujours pas été relogées. Ces réfugiés de l'intérieur vivent chez des proches ou dans des habitats de fortune. L'impact post-traumatique est immense en termes psychologiques et le taux de suicide est de très loin le plus élevé du pays. En fait, personne n'est revenu vivre dans les zones contaminées. Les autorités japonaises ont lancé une opération de décontamination et de reconquête des territoires souillés par les rejets de matières radioactives. Ce travail de décontamination est lourd en temps et en main-d'œuvre. Vous voyez ici ces sacs noirs rassemblés et stockés. Ils contiennent des déchets radioactifs, notamment de la terre, car la surface des sols agricoles est raclée sur les 5 à 10 premiers centimètres afin de réduire la radioactivité ambiante. Le coût total de ce nettoyage est estimé à plusieurs dizaines de milliards d'euros. C'est le ministère de l'Environnement qui finance pour le moment, alors que ces travaux auraient dû être payés par TEPCO. Et pour financer cette reconstruction, le gouvernement japonais a voté 4 rallonges budgétaires en 2011 et 2012 pour un montant total de 20 500 milliards de yens, soit environ 205 milliards d'euros, ce qui représente à peu près le PIB annuel du Qatar. Eh bien, c'est venu creuser plus encore la dette publique du pays. Regardez cette courbe montrant l'évolution de la dette publique japonaise depuis 1984. Elle dépasse les 200% de PIB en 2011, soit plus de 2 ans du PIB du pays, et elle atteint 233% du PIB en 2014. Donc le Japon, troisième puissance mondiale, derrière les États-Unis et la Chine, est aussi le pays industrialisé le plus endetté. Cette dette publique est détenue presque totalement par les Japonais. Donc pour l'État japonais, le coût de financement de la dette est très stable et à un niveau très bas. Mais si la croissance, qui est déjà faible, fléchit à l'avenir, les ménages japonais détiendront moins d'obligations souveraines nationales. Ce seront alors les investisseurs étrangers qui détiendront de plus en plus la dette japonaise, ce qui pourrait entraîner une hausse des coûts auxquels le Japon se finance et un emballement de la dette. Cela dit, comment retrouver durablement de la croissance avec la si faible démographie que connaît ce pays depuis plusieurs années et qu'aucune immigration significative ne vient compenser? Le taux de fertilité du Japon, 1,4 enfants par femme en moyenne, est l'un des plus faibles au monde. Or, pour assurer le renouvellement des générations des sociétés, le taux de fertilité doit être au minimum de 2,1 enfants par femme en moyenne. Donc la population japonaise ne se renouvelle pas. Vous voyez sur cette courbe que la population japonaise non seulement n'augmente plus, mais en fait elle diminue. Le pays comptait en 2010, lors du dernier recensement, 128 millions d'habitants, et en 2013, 127 300 000 habitants selon l'Office statistique japonais. De plus, cette population japonaise vieillit. Les plus de 65 ans forment aujourd'hui plus de 20% de la population et ils seront 40% de la population japonaise en 2060. Et une population vieillissante,
Cela signifie une baisse de la population active, ce qui pèsera, là aussi, sur l'activité économique du pays. Alors, quelles sont les diverses solutions qui sont envisagées pour sortir le Japon de cette crise multiforme? À court terme, sans doute inciter les entreprises à moins épargner, à moins rémunérer leurs actionnaires et en revanche augmenter le niveau de rémunération de leurs salariés, car qui va payer pour les frais de santé, pour les pensions des personnes âgées? Comment le pays va-t-il remplacer sa main-d'œuvre qui part à la retraite? Faut-il, à court terme, faire appel à l'immigration? En tout cas, l'une des réponses de long terme, c'est certainement de permettre aux jeunes japonaises d'accéder au marché du travail en mettant en place une politique d'allocation familiale, de construction de crèches, de congés parentaux pour les deux jeunes parents, mais aussi aménager le système fiscal, le système de sécurité sociale. Tout cela pourrait permettre aux jeunes japonaises d'accéder au marché du travail. Et bien, cela s'appelle une politique nataliste. Vous pouvez lire Japon, la fabrique des futurs de Jean-François Sabouret aux éditions du CNRS, et puis un roman de Thomas Reverdy aux éditions Flammarion qui s'appelle Les Évaporés et qui restitue avec une grande finesse la sensibilité des Japonais, qui décrit très bien le site tel qu'il est concrètement, réellement aujourd'hui dans les environs de Fukushima et la détresse actuelle des Japonais de cette région-là. C'est un roman que j'ai énormément aimé et qui décrit vraiment très bien le Japon d'aujourd'hui.